Hello, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Nuances. Aujourd'hui, on va venir parler d'un de mes sujets préférés. Non, j'ai plein de sujets préférés, mais c'est vraiment un sujet que j'adore aborder. Une chose à savoir sur moi, c'est que j'adore lire. J'ai toujours énormément lu. Quand j'étais petite, j'étais vraiment un rat de bibliothèque. En grandissant, j'ai continué à lire. Et c'est vrai que chaque année, j'essaye plus ou moins de lire une quinzaine, vingtaine de livres par an. Il y a des années où je suis beaucoup plus productive, il y a des années où je suis un peu moins productive, mais en gros, le contexte, c'est que j'adore lire et que les livres, je trouve, sont des merveilleux outils pour améliorer sa vie, entre guillemets. Et c'est vrai qu'au cours de ces dernières années, j'ai envie de dire au cours de ces 10 dernières années, il y a vraiment eu une espèce de mode autour des livres de développement personnel, les self-help books, comme on appelle ça en anglais. Et je n'ai pas dérogé à la règle, j'ai lu beaucoup de livres de développement personnel. J'ai lu les plus connus, j'en ai lu qui étaient peut-être un peu moins connus. Et personnellement, je trouve qu'ils ne se valent pas tous. Il y a des livres que j'ai adorés, il y a des livres que j'ai détestés, il y a des livres que j'ai trouvés inutiles. Et c'est vrai que la plupart de ces livres racontent plus ou moins la même chose. Pour avoir une meilleure vie, il faut aller dormir à la même heure, se lever tôt, bien manger, bien boire, faire du sport. Il y a des livres qui vont prendre une certaine partie de la routine et qui vont l'extrapoler pendant genre 300 pages, alors que honnêtement, ça aurait pu faire 2 pages. Bon, bref, ça c'est juste mon avis. Je ne vous parlerai pas des livres que j'ai pas trop aimés, parce que c'est pas le but. Justement, dans l'épisode du jour, j'avais envie de vous parler de ces livres qui m'ont vraiment impacté, que je trouve intéressants non seulement au niveau de la pratique, certains livres sont très pratiques, ou au contraire au niveau de la réflexion. Genre ça m'a permis de me poser des questions sur comment j'agissais au quotidien et c'est ces réflexions-là qui ont engendré un changement. Et c'est le genre de changement que je trouve les plus pérennes, en tout cas ceux qui vont rester le plus longtemps dans le temps, parce que ça vient d'un déclic dans ma tête. Là aussi, je regarde une vidéo de quelqu'un qui se lève à 6 heures du matin et qui fait sa morning routine. Je vais être là, ah trop bien, je vais essayer de faire ça le lendemain. Je vais peut-être le faire pendant 1 ou 2 jours et après c'est fini quoi. C'est pour ça que même s'il y a quand même pas mal de polémiques autour du développement personnel, autour du self-help, il y a plein de gens qui disent en fait quand on veut, on peut, mais dans la réalité c'est pas forcément le cas. Je trouve que les livres de développement personnel peuvent quand même amener à un certain niveau de réflexion, peuvent amener un certain changement dans nos vies. Et donc, je pense pas que tout est à jeter à la poubelle, mais je pense que c'est intéressant de bien choisir ses lectures. Et donc, c'est l'idée de ce podcast, de vous donner des petites inspirations lecture pour bien commencer l'année. Alors on va commencer par le livre de développement personnel dont je parle tout le temps. J'en ai déjà parlé 10 millions de fois dans ce podcast, sur ma chaîne YouTube. Alors c'est peut-être pas le premier livre de développement personnel que j'ai lu, mais c'est en tout cas le premier livre de développement personnel qui m'a donné envie de changer des choses concrètes dans ma vie. Et ce livre c'est Atomic Habits de James Clear. En français, je pense que le titre c'est Un rien peut tout changer. C'est un livre qui est assez basique sur le pouvoir des habitudes, donc il va vous parler vraiment de qu'est-ce que c'est une habitude, pourquoi c'est intéressant de les implémenter, comment est-ce que ça peut changer sa vie. Et puis après, il va vraiment aller dans le concret, c'est-à-dire, voilà, j'ai cette mauvaise habitude, j'ai envie de l'enlever, comment est-ce que je fais ? J'ai envie de faire cette bonne habitude, comment est-ce que je l'implémente dans ma vie ? Et ça va être hyper basique, hyper facile. Je les ai vite fait énumérer ici, comme ça si jamais vous voulez pas lire le livre, mais je vous conseille quand même de lire le livre parce qu'il se lit assez rapidement. Mais en gros, pour créer une habitude, il nous dit qu'il faut rendre l'habitude évidente, la rendre attirante, la rendre facile et la rendre satisfaisante. Et ce que je trouve vraiment très intéressant dans ce livre, c'est qu'il utilise des habitudes assez basiques, genre faire du sport, se brosser les dents. Enfin, c'est très facile de visualiser comment implémenter ça dans sa routine de tous les jours. Alors, est-ce que ce livre a changé ma vie dans le sens où j'ai changé complètement mes habitudes ? Non, mais je trouve que c'est un livre qui est hyper intéressant au niveau des mécanismes de la motivation et des habitudes. Je vais prendre un exemple très simple parce que c'est quelque chose que je suis en train d'implémenter actuellement. J'ai envie de réduire mon temps d'écran. Et donc, une des règles dans ce livre, c'est que si on veut améliorer une habitude, on va réduire la friction. Et si on veut justement arrêter de faire une mauvaise habitude, ce qu'on doit faire, c'est augmenter la friction. Donc si on revient à mon addiction à mon téléphone, avant j'avais la fâcheuse tendance de scroller pendant que j'étais encore dans mon lit. Et donc au lieu de me réveiller à 7-8 heures, je sortais du lit à 10 heures. Une friction qui est très facile, c'est tout simplement de venir enlever
le téléphone de ma chambre. Donc au lieu de me réveiller et d'aller directement sur mon téléphone, je dois sortir de mon lit, descendre en bas si je veux scroller. Donc forcément, comme il y a beaucoup de friction, je ne vais pas scroller. Même chose, par exemple, là je me rends compte que le temps d'écran, c'est un problème chez moi. Je vais augmenter la friction en me mettant des limites de temps que je ne peux pas déverrouiller moi-même. Et donc là, ça crée de la friction. Et effectivement, en fait, comme je ne peux pas le faire, c'est simple, je dois rester en dehors de mon téléphone. C'est des exemples qui sont très simples à comprendre et ce sont des exemples qui sont très faciles à implémenter. Et c'est ça la force, je trouve, de ce livre, c'est qu'il est extrêmement simple à lire, extrêmement simple à comprendre et extrêmement simple à implémenter. Donc le livre ne vous promet pas de changer votre vie 360 avec des gros changements, des choses hyper importantes. Au contraire, ce livre vous demande de vous concentrer très fort sur vos petites actions du quotidien. Et c'est ça que je trouve vraiment très puissant parce que souvent, des mauvaises habitudes sur le long terme, c'est la résultante de mauvaises petites habitudes dans le quotidien. C'est un livre qui me permet de me recadrer, de mettre des bonnes habitudes, de savoir comment mettre en place des bonnes habitudes, comment avoir un système pour mettre des bonnes habitudes. C'est un peu une petite bible, entre guillemets, dans le sens où je le lis pas chaque année, mais je vais parfois de temps en temps retourner pour revoir un concept ou me dire ok en fait là j'ai envie d'arrêter cette habitude, quels sont des exemples que je pourrais mettre dans ma vie pour justement le faire, et ce livre est vraiment parfait pour ça. Le deuxième livre dont j'avais envie de vous parler aujourd'hui, et ça va être un peu lié avec le troisième livre, mais c'est un sujet que je trouve vraiment très très intéressant, c'est le livre Deep Work de Cal Newport. C'est un livre que j'ai lu il y a quelques années, mais honnêtement, je pense que je vais essayer de le relire cette année. Il parle de la concentration et de notre capacité à se concentrer. Et c'est vrai que c'est l'un des premiers livres qui a un peu sonné l'alarme sur... En fait, on n'arrive pas à se concentrer. Il explique un petit peu ce que c'est le deep work. Donc, le deep work, c'est quand on arrive à se concentrer sur une seule et même tâche pendant un certain laps de temps. Et à quel point, dans nos sociétés actuelles, avec les open space, la façon dont on travaille avec les emails, etc. En fait, on n'arrive plus à retrouver ce deep work. Et pourtant, ce deep work est hyper important pour avoir du travail productif, entre guillemets. C'est-à-dire qu'on ne va pas produire, entre guillemets, la même qualité de travail quand on est distrait toutes les 5 minutes que quand on est concentré sur une même tâche pendant un certain laps de temps. On va en parler dans le troisième livre un peu plus en détail, mais ce que j'avais beaucoup aimé dans ce livre-ci, c'est qu'il donne des exemples concrets de comment réussir justement à mieux se concentrer. Donc du coup, par exemple, il disait les open space, c'est un désastre parce que vous n'avez pas un lieu clos où vous pouvez vraiment vous concentrer, tout le monde peut vous interrompre, etc. Et donc, il parle vraiment de plein de petites astuces à mettre en place au quotidien pour mieux travailler, ou en tout cas, travailler de façon beaucoup plus prolongée et de façon beaucoup plus intense. Alors, il aborde plein d'astuces et de solutions différentes dans son livre, mais il y a vraiment deux concepts, deux astuces qui sont vraiment restées avec moi pendant tout ce temps. La première, c'est qu'il trouve que c'est très important de savoir où va notre temps. Donc en anglais, on dit spending your time. Il disait que c'était super important de savoir qu'est-ce qu'on fait, à quel moment et combien de temps ça nous prend. Et donc ce qu'il nous conseille de faire, c'est tout simplement de noter à la demi-heure près tout ce qu'on fait au cours de la journée. Et ça, c'est quelque chose que je continue à faire, des années plus tard. Quand j'organise ma semaine, quand j'organise ma journée, j'essaye de l'organiser à l'heure près. Bon, la demi-heure, c'est un petit peu trop précis. Normalement, pour bien faire, lui, il dit qu'il faut faire dans la demi-heure. Bon, bref, voilà, ça chacun adapte en fonction. Mais moi, je trouve ça hyper intéressant de savoir, en fait, sur ma journée de 8 heures de travail, par exemple, combien d'heures j'ai passé à faire ça. Combien d'heures j'ai passé à faire du montage, à faire de l'admin, à faire de la vidéo, etc., etc. Et ça nous permet de savoir, ok, quelles sont les tâches qui nous demandent le plus d'attention, quelles sont les tâches qui nous demandent moins d'attention, est-ce qu'on ne peut pas les regrouper ensemble. Donc par exemple, au lieu de répondre à tous les mails au fur et à mesure qu'ils arrivent au cours de la journée, moi en fait ce que je fais, c'est que je me mets un moment dans ma journée où je réponds à tous les emails en même temps. C'est vrai que quand on y pense, c'est une façon de travailler dont on a l'habitude depuis qu'on est enfant, parce que quand on est à l'école, on a des heures de cours précises sur certaines matières. Dans notre calendrier, on a vraiment de 8h à 9h, on a maths.
de 9h à 10h, on a français, etc., etc. Mais c'est vrai que dans la vie adulte, surtout depuis que je suis indépendante, c'était pas forcément quelque chose qui était naturel pour moi. Je notais plutôt mes tâches par journée et puis au fur et à mesure de la journée, je les faisais quoi. Et depuis que j'ai lu ce livre et que j'ai implémenté cette structure-là, je trouve ça beaucoup plus clair dans mon esprit et ça me permet de un peu moins m'éparpiller. Donc par exemple, je sais exactement quand je me réveille, ok, aujourd'hui j'ai autant d'heures consacrées à ça, aujourd'hui j'ai autant d'heures consacrées à ça. Et voilà, je trouve que ça permet d'avoir une vision hyper claire sur son travail et ça permet aussi de savoir qu'est-ce qui nous prend le plus de temps dans le courant de notre semaine. La deuxième chose que j'ai retenue de ce livre, mais que j'applique pas forcément, et en tout cas pas assez rigoureusement, c'est le fait que le lieu où on travaille a de l'importance. Donc par exemple, si vous avez un petit espace chez vous et que votre table à manger, c'est à la fois là où vous travaillez en télétravail, à la fois là où vous mangez avec votre compagnon, avec votre famille, à la fois là où vous allez créer, en fait, votre cerveau ne saura jamais se concentrer à 100% sur une tâche. Son argument, c'est que pour vraiment se concentrer à 100% sur une tâche et vraiment être dedans, il faut que notre environnement soit aussi dans ce mood-là. Il disait, si vous voulez travailler, ayez un espace dédié au travail. Comme ça, chaque fois que vous vous mettez à cet endroit-là, il y a un switch dans votre cerveau qui dit, ok, maintenant on est en mode je travaille, productivité, on va se concentrer. Par contre, si vous avez un endroit un petit peu genre pour tout, votre cerveau, il va un peu se mélanger dans tous les sens et donc du coup, ça va pas être aussi clair pour lui qu'est-ce qu'on est en train de faire. Et donc, il trouvait ça super important d'avoir vraiment des lieux dédiés. Je sais plus si c'était dans le livre ou si je l'ai lu par la suite. Je sais pas si c'était dans un article ou dans un podcast, mais qui disait que même si on avait un lieu restreint, ce qu'on pouvait faire, c'était créer des espèces de rituels pour commencer à travailler. Donc par exemple, si on a juste une table, parce qu'on a un petit espace, on a un petit appartement, en fait, quand on commence à travailler, disons qu'on allume une bougie. Et comme ça, en fait, le cerveau associe le fait d'allumer la bougie avec le fait de commencer à travailler. Mais par contre, quand on va commencer à manger, on met les sets de table. Et donc ça permet aussi d'associer une action avec un lieu. Et donc du coup, votre cerveau va avoir un peu plus facile à se concentrer. Bref, tout ça pour vous dire que c'est un livre que je vous conseille en termes de pratique, donc il donne des solutions. Mais si vous voulez un livre pour comprendre pourquoi est-ce qu'on est en train de perdre notre attention en tant qu'humain de manière générale, je vous conseille le livre Stolen Focus. C'est vraiment une de ces lectures qui m'a fait vraiment réaliser que j'avais un énorme problème d'attention et qu'on a tous un énorme problème d'attention et que ça devrait être notre priorité de retrouver notre attention. Là où Cal Newport parle de solutions et parle de productivité et parle plus de comment récupérer son attention dans son travail. Ici, c'est un livre qui va beaucoup plus loin, qui parle vraiment de notre attention en tant qu'être humain, tout simplement. Et c'est vraiment flippant. J'arrête pas de penser à ce livre depuis que je l'ai lu et c'est la raison pour laquelle j'essaye de diminuer encore plus mon temps d'écran, j'essaye d'arrêter d'aller autant sur les réseaux sociaux parce que ce livre m'a ouvert les yeux sur à quel point c'est néfaste pour nous. Le livre est décomposé en plein de causes qui font qu'on est en train de perdre notre attention. Ça va il y a trop d'informations qui arrivent à la seconde, à notre alimentation, à notre environnement, à comment est-ce qu'on ingère l'information, aux réseaux sociaux. Et la partie sur les réseaux sociaux, ça m'a vraiment fait réaliser que ça ne dépendait pas que de moi. Dans cette partie-là, il explique effectivement quelque chose qu'on sait déjà tous, que les réseaux sociaux, c'est mauvais pour notre attention, que c'est quelque chose qui nous distrait très fort. Mais ce que j'ai beaucoup aimé dans sa recherche et dans sa réflexion, c'est que c'est pas de notre faute, entre guillemets. Là où par exemple dans le livre de Cal Newport, c'est un peu un livre basique de développement personnel où en fait quand vous voulez, vous pouvez, si vous voulez arrêter les réseaux sociaux, c'est uniquement dû à votre bonne volonté, si vous y arrivez pas, c'est que vous êtes nul. Ici, c'est pas du tout l'approche qu'il a, il explique plutôt que nous, en tant que personnes lambda face à notre téléphone, on fait face aux plus grands ingénieurs, aux plus grands psychologues du monde. C'est-à-dire que derrière les algorithmes d'Instagram, TikTok, YouTube, ce sont des ingénieurs qui étudient
Enfin, c'est même pas un seul ingénieur, c'est genre des équipes entières d'ingénieurs qui étudient la race humaine pour savoir qu'est-ce qui va nous faire rester le plus longtemps possible sur cette application. Et tout ça à des fins commerciales. Alors, on ne va pas rentrer dans ce débat parce que clairement, je fais partie du problème. Je crée du contenu, je fais des collaborations de temps en temps. Enfin, clairement, je ne suis pas une blanche colombe. Mais bref, je trouve ça cool de pouvoir utiliser justement ma plateforme pour en parler parce que pour moi, ce livre, c'est un essentiel à lire. Depuis que j'ai lu ce livre, je suis beaucoup plus consciente de ce que ça fait à mon cerveau, de ce que ça fait à mon attention. Et d'ailleurs, dans ma newsletter de début d'année, j'ai dit que mon mot de 2026, c'était l'attention. Parce que j'ai vraiment envie de récupérer mon attention et mettre mon attention sur les choses qui sont importantes et pas passer des heures à scroller sur un téléphone. Vraiment, je pense que j'aurais peut-être dû commencer par ce livre-là, mais s'il y a un livre de ma liste que je vous oblige, enfin, ou en tout cas que je vous incite super fort à aller lire, c'est celui-ci. Il est fascinant. Et si vous voulez en discuter avec moi après, avec plaisir, parce que je trouve ça fou et je trouve ça un peu flippant aussi. C'est pas vraiment un livre de développement personnel, mais c'est plus un livre qui ouvre très fort les yeux sur notre situation. Alors le quatrième livre que j'avais envie de vous conseiller, c'est pas forcément le genre de livre que j'aime bien lire, parce que même si c'est un sujet qui m'intéresse, c'est pas forcément le sujet dans lequel je suis le plus collée. C'est un livre qui parle de santé et il s'appelle Votre santé optimisée de Emily Steinbach. Si vous suivez mes vlogs YouTube, vous m'en avez déjà entendu parler, vous m'avez même déjà vu faire un pain qui se trouve dans le livre. Alors la seule raison pour laquelle j'ai acheté ce livre, c'est parce que j'aime beaucoup ce que Emily fait sur les réseaux sociaux. Elle est connue sous le compte de Brain Gut Scientist et en fait elle parle un petit peu de toute cette relation nourriture-cerveau et forcément du coup 360, qu'est-ce que ça implique pour tout le reste du corps. Et donc ça fait quelques années que je la suis, j'avais déjà été à ses conférences où elle parlait du sommeil justement. C'est un peu un achat réseau social quoi. Moi je fais partie de ces gens qui aiment bien soutenir les gens que j'aime bien sur les réseaux sociaux, donc je vais facilement acheter un livre, facilement acheter de la marque de mon influenceuse préférée, enfin bref. Et donc du coup je m'étais dit ouais je vais acheter ce livre, ça a l'air sympa, je vais commencer à lire, voilà. J'avais pas d'énormes attentes par rapport à ce livre parce que comme je vous l'ai dit c'est pas forcément un sujet pour lequel je suis passionnée. Et j'ai été extrêmement surprise parce que non seulement c'est un livre qui se lit super vite, genre c'est très facile. J'avais déjà commencé à lire des livres un peu sur la santé, sur le sommeil, etc. Mais au bout de quelques pages, je suis vite fatiguée parce que c'est souvent des livres un peu scientifiques qui parlent de glucose, de glycémie et tout. Enfin, genre, ça met du temps avant de vraiment se mettre dedans. Et je pense pas qu'on se met vraiment dans ce genre de livre. Par contre, dans ce livre-ci, oui. Franchement, j'ai été très étonnée, très surprise. Toute la première partie, je l'ai lue hyper rapidement. Donc la première partie, elle explique un petit peu pourquoi est-ce qu'il faut faire un peu plus attention à sa santé. Et dans la deuxième partie, elle va donner un espèce de protocole, un peu une espèce de journée parfaite pour prendre soin de sa santé et prendre soin de son corps. Donc je vous ai dit, c'est très facile à lire. La deuxième chose, c'est que c'est très facile à visualiser. C'est un petit peu comme dans Atomic Habits. Elle nous parle de choses qui sont faciles à implémenter, qui sont faciles à visualiser et à se voir implémenter dans sa vie de tous les jours. Alors, elle parle d'énormément de choses. Pour tout vous avouer, je n'ai pas tout implémenté dans ma routine. J'essaye de faire de mon mieux, mais comme je vous ai dit, c'est pas forcément le sujet qui me passionne le plus. Mais c'est un livre qui m'a énormément aussi aidé dans mon acceptation de mon hyperthyroïdie. Je vous renvoie à mon épisode sur le sujet. Mais quand j'ai commencé à m'intéresser en fait à tout ce qui était plus holistique autour de ma santé et autour de comment est-ce que je mange, etc., j'avais l'impression que ça allait être très difficile, que ça allait être compliqué. Enfin, genre, je suis pas quelqu'un qui aime me restreindre au niveau de la nourriture. J'aime bien manger, j'aime bien pâtisser, j'aime bien cuisiner. Enfin, genre, je suis pas forcément quelqu'un qui est très régime ou en tout cas très strict à ce niveau-là. Et quand j'ai lu qu'il fallait que je fasse un peu attention à ce que je mange par rapport à ma thyroïde, ce livre, ça m'a permis de me rendre compte que c'était pas si compliqué que ça, qu'il fallait juste faire attention à certaines choses, genre manger des protéines, manger plein de légumes différents, manger varié. C'est des choses qu'on nous dit, mais ça fait du bien de se le répéter. Il y a beaucoup de choses dans ce livre que je savais déjà plus ou moins, mais c'est intéressant d'avoir le background scientifique, donc de savoir d'où ça vient, les études. Et c'est aussi intéressant d'avoir juste un rappel, que ce soit au niveau du sport, au niveau du sommeil. J'ai lu ce livre l'été passé, donc quand j'ai commencé un petit peu ce shift entre courir et
faire du pilates et faire du low cardio et prendre un petit peu plus soin de ma santé. Et ça m'a vraiment beaucoup aidé parce que ça m'a permis d'avoir un peu une structure au niveau de ma journée. De nouveau, je vous dis, je suis pas quelqu'un qui est fortement intéressé au niveau de la santé. Donc peut-être que c'est un livre qui va sembler très basique ou en tout cas en surface pour des personnes qui sont plus informées sur le sujet. Mais si vous êtes comme moi, que vous avez envie d'améliorer quelques petits points de votre santé, que vous avez envie de vous sentir mieux dans votre vie de manière générale, je trouve que c'est un très bon livre pour commencer. C'est d'ailleurs l'un des seuls livres santé/développement personnel que j'ai fini. Bref, un bon cadeau de trentenaire si jamais vous cherchez une petite idée à offrir. Et voilà, ceci finit ma petite liste de livres de développement personnel que je vous recommande. Si jamais vous en avez lu certains et que vous êtes d'accord ou pas avec moi, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message ou à le mettre dans les commentaires. Si vous avez d'autres livres de développement personnel que vous voulez absolument que je lise, n'hésitez vraiment pas à me les recommander. D'ailleurs, Stolen Focus, ça avait été aussi une de vos recommandations suite à mon épisode sur mon téléphone. Donc vraiment, j'adore lire vos commentaires, j'adore lire vos suggestions. Et si vous écoutez ce podcast, c'est qu'on est plus ou moins dans la même vibe. Donc vraiment, n'hésitez pas du tout. Bref, sur ce, je vais vous laisser. Nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Et d'ici là, n'oubliez pas de rester créatif. Bisous!